Freezing cold in Einstein Tuesday. You the cold maze say one freezing cold in Einstein Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène qui soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. Un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il est petit. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais Oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Bobine, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes oubliées du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a quelque peu oubliées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Marcel Ratafia. Et moi, Philistin Mignot, et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Laura Charpentier et Terry Miseraoui. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Laura, vous êtes comédienne et vous incarnez sur scène la bobine du jour. Et vous, Thierry, vous êtes l'auteur et metteur en scène de cette pièce. Mais avant de dévoiler le titre de cette pièce et le nom de notre bobine, coupons court à ce suspense insoutenable et laissons la parole à Marcel qui va vous tirer le portrait du jour de la bobine. Au rayon des blondes poisseuses, on connaît Marilyn et Jane Mansfield. Mais pardon, cette mousse-méla n'a pas eu non plus le cul bordé de nouilles. Et pourtant, ça commençait pas mal. À 20 ans, la môme Arline était déjà la reine du parlant. Les rôles provoquent, ça la connaît. Surtout qu'à l'époque, le code ACE ne rallonge pas encore les jupettes. Ah ça, par contre, on la trouve plus bombasse que bonne actrice. On commente ses tenues cousues à même les fesses, ses amours avec des petits vieux tordus et des gros mafieux, et après seulement une trentaine de films, 1000 décolorations et un sale coup dans les reins, la pépé qui avait mis Hollywood à ses pieds casse sa pipe à 26 piges. Ça l'empêchera pas de servir de modèle à la petite Norma Jean Baker. I ain't stopping you. You bet you ain't. You think I sit home all day looking at bracelets? Ha! Of all the dumb bunnies. What do you think I'm doing while you're out pulling your dirty deals? Waiting for Daddy to come home? What are you driving at, You think little... you're the only man I know, you great big noise? Well, you aren't, see? There's somebody that just knowing him has made me realize what a stuffed shirt you are. Why, You don't like that, do you, Mr. Cabinet Member? Somebody else put over a deal. You mean to tell me that you've been putting it over on me with some other man? Yes, and what are you gonna do about it, you big gas bag? Kid, you tell me who it is or I'll break every bone I in your won't. You body. can kill me and I won't. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu dans cet extrait de film. D'ailleurs, est-ce que vous avez reconnu le film, Laura, peut-être ? Oui, Les Invités de 8 heures. Ah, bravo, vous avez gagné. Les Invités de 8 heures, donc Dinner at 8 de George Cukor en 1934. La bobine du jour sera Jean Harlow, la première blonde platine du cinéma américain. Alors, nous allons revenir ensemble sur sa carrière, sur ce qu'est le précode indissociable de son parcours, du début du parlant, mais c'est surtout l'occasion de parler d'une brillante actrice du premier âge d'or d'Hollywood. Alors si nous sommes heureux de vous recevoir dans l'émission, Laura Charpentier et Terry Miseraoui, c'est que vous, Laura, vous jouerez au théâtre Jean Harlow, Confession d'un ange blond, au Funambule Théâtre, le 3 et 4 juin, écrit et mis en scène par Terry. Alors, avant de nous arrêter sur la carrière de Jean Harlow, petite première question, de quoi parle la pièce et pourquoi avoir choisi de porter à la scène la vie de Jean Harlow qui est si courte ? Alors Laura, peut-être ? Oui, alors je pensais que tu allais répondre. Oui. Alors de quoi parle la pièce ? En fait, j'incarne Jean Harlow qui répond à une interview sur toute sa vie. On balaye l'intégralité de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Elle est morte très jeune, elle est morte à 26 ans, comme tu l'as dit dans ton profil. Et voilà, donc on balaye sa vie et sa vie intime aussi, beaucoup plus que sa vie professionnelle finalement. Et vous, Terry, pourquoi avoir choisi Alors pourquoi avoir choisi Jean Harlow ? Parce que à l'époque, quand j'écrivais une pièce, parce qu'on a eu plusieurs projets avortés avec Laura, donc je voulais absolument trouver un bon sujet de seul en scène avec elle. C'était le défi qu'on s'était lancé. Et un soir, je regardais comme ça des vidéos sur YouTube et je tombe, mais vraiment par hasard, je tombe sur une vidéo avec marqué « Destin tragique d'une actrice hollywoodienne ». Ça durait 4 minutes. Je lance la vidéo et... Voilà, je découvre Jean Harlow que je connaissais très très peu, j'avais juste entendu une fois quand j'étais en cours de cinéma. Et je découvre la vidéo, j'ai été un peu
stupéfait de ce qui avait été raconté en 3-4 minutes. J'ai voulu en savoir plus. Et puis en 2 jours, voilà, le projet a commencé à germer et je pense que je suis tombé amoureux. Enfin, c'était un coup de foudre artistique sur Jean Harlow. Et donc dans la pièce, c'est un seul en scène, donc Laura. Oui. Et donc il y a quoi, un intervieweur imaginaire ou... Il y a des voix enregistrées de plusieurs intervieweurs et moi, quand je l'interprète, Jean ou Arline, ça dépend à quel moment de sa vie on est, je fais vivre aussi les personnages autour d'elle. Donc, du coup, il y a des interactions avec sa mère, beaucoup, qui a été très, très présente dans sa vie. Et puis, tous les hommes aussi qui ont été autour d'elle, que ce soit les producteurs, réalisateurs, mais aussi, surtout, ses maris. Sur scène, est-ce que vous abordez cette blondeur platine? Oui, alors c'est Est-ce que intéressant. vous l'avez fait vous-même ou vous avez une perruque? Oui, alors j'ai une perruque. Vous Oui, n'avez oui. pas dû mettre de l'ammoniac sur vos cheveux? Non, alors j'avais prévu de me teindre en blond platine, puis je me suis dit, compliqué Ouais. après. Non, en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à dire. Elle a une vie tellement intense et dense en 26 années de vie qu'avec Terry, on s'était posé la question aux toutes premières lectures qu'on a faites. Le spectacle devait faire bien, à la première lecture, il faisait beaucoup le double, je pense, en pages. Totalement, on est presque à 1h40. Ouais, c'est ça. Et on s'est dit, c'est trop long, puisqu'on voulait aller à Avignon avec, et puis le jouer. Et puis maintenant, les formats, c'est quand même 1h10. Et il s'est posé la question du blond platine. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que tu en fais état? Et c'est toi qui as pris le parti pris. Je te laisse répondre du coup là-dessus. Et après, finalement, le parti pris aussi était de choisir une actrice qui, à la base, n'est pas blonde, qui est brune. Et c'était le défi que je voulais lancer, parce que moi, j'adore les performances d'acteurs. Et je lui ai dit, écoute, le défi, ça va être que tu vas devoir incarner une actrice qui est blonde. Et puis, révélons, est-ce qu'on révèle ou est-ce qu'on révèle pas? Mais on va un peu révéler. Mais... Au pire, on coupera, vous inquiétez pas. Voilà, c'est que... Spoiler, pendant qu'on se posait la question de perruque, pas perruque, se teindre les cheveux, pas se teindre les cheveux, progressivement est arrivé au fil de l'écriture, surtout comment clôturer un spectacle comme ça, comment on en arrive à la fin, puisque à la fin, on aborde d'ailleurs le moment de sa mort. Et à ce moment-là, je me suis dit, comme on était dans une interview, comment quelqu'un qui est dans une interview peut parler de sa propre mort. Comment vais-je mourir sur scène? Et comment mourir sur scène? C'était ça aussi. C'est très Dalida. Mais... Est-ce que je me la joue à la Dalida? Est-ce que c'est Molière? Est-ce que c'est Marion Cotillard? On ne savait pas quoi. C'est ça. Et puis finalement, on s'est dit, allez, je vais partir dans la mise en abîme. Et ce n'est plus Jean Harlow qui parle, mais c'est Laura Charpentier. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'à la fin, on comprend pourquoi perruque. Exactement. Voilà. Et finalement, on donne la signification de pourquoi il y a une perruque sur scène. Alors, on va justement un petit peu aborder la vie de Jean Harlow. On va commencer par le début. Jean Harlow arrive dans une époque peu banale dans le paysage hollywoodien. Le cinéma est devenu parlant depuis 1927. Et fait rare pour Jean Harlow, c'est une actrice débutante qui ne vient pas du cabaret ou du théâtre. Non, elle commence directement comme figurante. Et va enchaîner des petits films à sketch, notamment dans un film de Laurel et Hardy, où elle se retrouve... Comment ça s'appelle? Double Whoopi. Et en français? Ah, je ne sais pas le titre français. Double Whoopi. Ah ben, je ne sais pas. Je sais plus. Bref, on retrouvera, les auditeurs retrouveront. Dans ce film, en tout cas, elle se retrouve très vite en petite tenue, on peut le dire, quasiment déculottée. C'est qui la fera repérer par un milliardaire farfelu, Laura. Oui. Vous savez de qui je parle? Oui, bien sûr, Howard Hughes. Alors, qui est Howard Hughes? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien, écoutez, Howard Hughes, je pense que même lui aurait droit à sa propre pièce. C'est un personnage Il pourrait avoir un film, non? Il pourrait avoir D'ailleurs, il y a eu Aviator, Aviator de Martin Scorsese. Mais c'est vraiment un milliardaire qui avait cette ambition de vouloir être producteur, de vouloir être dans le cinéma, de vouloir être... Enfin, il était dans tout. Il a vraiment tout fait. Et de se dire qu'il a pu tout faire parce qu'il en avait aussi les moyens. Et on pourrait presque se dire, si on avait eu les mêmes moyens, est-ce qu'on n'aurait pas fait à peu près la même chose? Et je pense que cette rencontre avec Jean Harlow a été assez primordiale et ça a été l'étincelle qui a tout allumé. Mais, elle le dit, dans la pièce, on lui fait dire, en tout cas, que les gens pensent qu'il est mégalo, mais que pour elle, c'est un génie. C'est un génie. Ouais. En fait, on garde de lui que sa folie finale et puis ce côté mégalomane, mais... c'est quand même quelqu'un qui a voulu révolutionner le cinéma. Et encore aujourd'hui, tout le monde dit que le film Les Anges de l'Enfer est le film le mieux réalisé. Alors justement, on parle des Anges de l'Enfer. On va écouter tout de suite un petit extrait, donc une des premières apparitions de Jean Harlow au cinéma. Are we here? Well, it's number 27. Want to come up for a cigarette and a drink? Oh, really? You must be awfully tired. No, I'm not. Come see my room. I've only had a place of my own for a week. It's a new toy.
Alors, ce petit extrait donc, des Anges de l'Enfer de Howard Hughes, c'est un véritable blockbuster à l'époque. C'est des moyens immensément importants. Howard Hughes commence son film justement à l'époque du muet. Il embauche d'abord une actrice, je crois, suédoise ou scandinave en tout cas, et donc qui passe très bien à l'écran. Mais quand arrive le parlant et qu'il doit repenser son film en parlant, une actrice avec un accent scandinave pour jouer une bonne vieille américaine, c'était compliqué. Donc on va lui mettre un petit peu, il va découvrir Jean Harlow et la mettre pour la première fois. Donc elle va parler. Et en plus, ce qui est étonnant dans le film, c'est que ses premières apparitions sont en couleur. C'est magnifique. Ouais. Et là, on va voir sa blondeur platine. Très très beau. C'est son arrivée au bal. Oui, c'est ça. Et on en parle d'ailleurs dans la pièce. On en parle dans la pièce. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que son personnage va être un personnage assez inédit dans le cinéma américain également. C'est un personnage... Elle est promise à un des deux héros et elle va fricoter sans vergogne, sans état d'âme, presque, avec le frère de celui-ci. Exactement. Et donc, est-ce que ce rôle-là de femme un peu immorale, de femme infidèle et presque vulgaire, est-ce que ça va préfigurer ses prochains rôles ? Oui, Laura. Oui, en fait, c'est assez particulier parce que Jean Harlow, elle a sa carrière qui est née et qui s'est développée quelques années avant le Code Hays, le pré-code. Et donc, elle a eu droit à tout un panel de rôles de filles. J'aime pas cette expression de fille facile, de femme qui libre. Elle le dit, de toute façon, dans la pièce, on lui a fait dire ça, je préfère ça. Elle dit, je suis libre, je fais ce que je veux. Et notamment, les rôles qu'on lui donne, notamment dans Les Anges de l'Enfer, vont être, comme vous dites, complètement déterminants de ce qu'elle va faire après, jusqu'au pré-code, où là, elle va jouer les jeunes filles rangées. Et c'est assez drôle, le changement. La reconversion de poule de gangster à fille à marier. C'est ça. Et surtout, quand on fait bien attention, dans Les Anges de l'Enfer, elle ne porte quasiment pas de sous-vêtements. Et c'est assez drôle aujourd'hui quand on se dit on est dans les années 30. Mais quasiment sur tous ces films qu'elle va faire jusqu'au pré-code, elle ne porte pas de sous-vêtements. Elle porte jamais. Même sur les photos qu'on trouve de Jean Harlow, c'est extrêmement rare qu'elle soit... Quand on regarde bien, on se dit oula, il y a... Oui, les corsetiers auraient fait faillite si elle avait continué sa carrière. Marcel. Oui, son début de carrière, là tu dis Laura, coïncide avec ce qu'on appelle le temps du pré-code. Donc le pré-code, c'est cette période bénie des scénaristes où on pouvait faire ce qu'on voulait, parce qu'il s'est passé quelque chose à Hollywood, c'est que à la fin des années 20, il y a eu le crash de 29, donc cette débauche de moyens déployés par Hollywood était assez mal vue, mais aussi une palanquée de scandales sexuels, notamment l'affaire Fatty Arbuckle, qu'on va peut-être pas détailler ici, mais... C'était un gros dégueulasse, en gros, c'est ça ? Oui, mais bon, en tout cas, les moralistes ont pris en grippe Hollywood, et c'est tombé sur qui ? Les femmes, naturellement. Mais il y a eu une sorte de délai, c'est-à-dire qu'on a dit, on va moraliser le cinéma, vous savez que ça va vous tomber dessus, mais vous avez quelques années. Et en gros, de 1930 à 1934, il y a Le Parlant, il y a carte blanche sur les scénarios. Alors là, on y va. Sexe, violence, langage cru, situation impossible, inceste. Pas toute la gorge. Non, c'est ça. Donc voilà, 4 ans où Hollywood part complètement en cacahuète. Comment ça s'est traduit pour Jean dans ses rôles, dans les films qu'elle a interprétés ? Je pense que déjà à la base, quand on regarde finalement... progressivement, on lui a un peu mis l'étiquette comme elle était blonde de la poule, quoi, et de celle qui allait pouvoir avoir tous les hommes qu'elle pouvait avoir, que ça soit par sa volonté ou non sa volonté. Enfin voilà, on voit vraiment qu'il y avait quelque chose, presque a été cantonné d'ailleurs à ce genre de rôle-là. C'est ça. Et que c'est progressivement qu'on voit que petit à petit, il y a eu un peu des incidences. Quand on reparle des invités de 8 heures, si on fait bien attention, même s'il y a quelque chose dans son personnage, je trouve qu'il y a quelque chose qui commence à changer, comme si qu'elle essayait d'imposer plutôt une femme indépendante et libre, comme si qu'elle essayait de jouer de ses rôles pour finalement imposer une sorte de liberté de la femme. De la comédie aussi. De la comédie, puisqu'elle finalement elle était très drôle, et ça on l'oublie. Mais c'est vrai qu'au début, il y a quelque chose de très sexuel. De très sexuel, et même je trouve très différent d'une Marilyn Monroe. Absolument différent. Ouais, il y a quelque chose... de presque, je sais quand on regarde les premiers films, je sais pas, il y a quelque chose de presque malaisant dans ce qu'on essaie de lui faire faire, ou dans ce qu'on lui propose d'ailleurs de faire. Et d'ailleurs, on le voit même quand on parlait de Double Whoopi avec Laura Hardy, parce qu'elle a fait aussi un autre sketch avec Laura Hardy, mais ils sont pas ensemble, avec Diane Kitzman, on en parle, avec le docteur, où finalement elle descend à chaque fois comment ça s'appelle pour entendre. Non, en fait c'est lui, il essaye de lui toucher la poitrine, le téton tout le temps, et avec son et ça se joue sur les seins et tout, ça monte et descend. Oui, elle est souvent dans ses films presque en rébellion, elle se rebelle à chaque fois contre ce qu'on veut lui faire faire.
Oui, mais alors elle est quand même utilisée comme objet sexuel systématiquement. C'est-à-dire que c'est quand même la femme qui séduit les hommes sans s'en rendre compte. Oui, c'est quand même un petit peu... Voilà, elle est cantonnée à ça. ça. Et d'ailleurs, on lui fait dire dans le spectacle, au bout d'un moment, elle dit, quand on lui propose The Red-Headed Woman, et elle dit non, mais j'en ai marre de me taper, enfin d'être celle qui se tape plein de mecs. Et c'est juste ça, ma carrière, ça se cantonne à être cette femme séduisante. Et alors, je ne sais pas si tu as romancé ça. En tout cas, on lui fait dire que Paul Bern, son mari de l'époque, lui dit utilise ton sens du comique et ton amour de la comédie pour justement transformer ce personnage érotique en un personnage érotique drôle et marquer un petit peu la différence. La différence, exactement. Alors, on va revenir sur Paul Bern un peu plus tard, son mari, quand on va aborder sa vie privée. Mais tout d'abord, je voudrais juste vous faire remarquer une petite chronique de l'époque pour montrer qu'effectivement, elle était souvent objetisée, sexualisée. C'est un extrait d'un chroniqueur de l'époque qui parle de sa plastique de façon peu subtile, dirons-nous, en parlant justement de Jean Harlow dans Hells Angels. Le degré de talent manifesté par Jean Harlow n'a guère d'importance. Les garçons ne manqueront pas de mener grand tapage à propos de cette fille qui est la créature la plus sensuelle apparue à l'écran depuis un certain temps. Elle joue toujours le même rôle, mais il n'est personne qui, possédant ce qu'elle possède, soit jamais mort de faim. Donc en gros, voilà, même si elle joue bien ou mal, on s'en fiche. Ce qu'on aime, c'est les gros lolos. C'est ce que j'ai compris. C'est qui a mangé dans les pinces. Ouais. Et en fait, ce qui a changé aussi, c'est qu'en fait, traditionnellement, la séductrice, elle était plutôt exotique et plutôt très brune. C'est ça, tout à fait. Et là, en fait, là, avec Jean Harlow, la blonde devient sexy, pas cultivée. Oui, c'est pas forcément idiote parce que malheureusement c'est une dérive de la blondeur, c'est qu'à force on l'associe à l'idiotie, mais elle est plutôt mal dégrossie, pas plutôt branchée sexe et fourrure que lecture. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas cette fois-ci un studio qui a imposé à Jean Harlow de changer de physique. Je crois c'est elle qui naturellement s'est teint les cheveux en blond. Oui. Elle était déjà blonde quand elle a commencé sa carrière, quand elle a été repérée. Parce que elle a été repérée par ça, C'est ça d'ailleurs qu'on raconte dans la pièce, c'est que, parce que comme j'ai essayé de lire plusieurs biographies, regarder plusieurs documentaires, souvent les gens ne sont pas vraiment d'accord sur le premier jour où elle a été repérée. Donc il y a quasiment 3 histoires. C'est pour ça d'ailleurs dans la pièce on raconte les 3 histoires en disant laquelle vous préférez finalement sur ces trois légendes. Mais en tout cas, le premier jour où on l'a repérée, elle est arrivée déjà avec sa blondeur platine très très blanche. Donc on se pose la question si elle n'était pas déjà faite à l'époque ou de son premier mariage. Et puis, je ne sais pas si vous en avez parlé, si vous avez prévu d'en parler, mais elle n'avait pas du tout l'intention d'être actrice, Jean Harlow. D'ailleurs, elle s'appelait Arlene Carpenter. Et elle a pris ce nom-là parce qu'elle a signé son premier contrat du nom de sa maman. C'est sa maman qui s'appelait Jean Harlow, parce qu'elle s'est dit, de toute façon, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et en fait, elle s'est retrouvée avec ce nom d'emprunt toute sa carrière. Et c'est intéressant parce que du coup, elle n'était pas pieds et poings liés aussi à une carrière, puisqu'elle s'en fichait à la base quand même d'être Elle n'avait pas de plan de carrière en tout cas. Non. Non, actrice, c'était pas un but en soi, contrairement à sa mère d'ailleurs. À sa mère qui voulait être actrice. Quelque chose qui nous rappellera aussi peut-être plus tard aussi Marilyn Monroe. Exactement. Elle voulait faire presque plaisir à sa mère. Exactement. Et du coup, sa mère a eu une emprise sur elle, on en parlera encore un petit peu plus tard, assez forte. Oui. En tout cas, c'est le public qui va faire de Jean Harlow une véritable star. Les critiques l'ont boudée pendant longtemps parce qu'ils voyaient en elle une espèce de pouf, quand même. Voilà, je crois que c'est ça qu'on peut dire. Jusqu'à La Belle de Saigon en français, en anglais Red Dust, dans laquelle elle joue une tapin au verbe haut qui en pince pour Clark Gable, un aventurier sexy mais un poil raciste. That's Roquefort, the other's Gorgonzola. I happen to like Roquefort. I like Gorgonzola. Is there any brand that would stop you from talking? I'll order a ton of it. I'll keep quiet. Donc, c'est un rôle assez émouvant et drôle et sexy qu'elle tient dans Red Dust. Vous voulez nous en parler un petit peu peut-être si c'est un film qui vous a marqué. Moi, c'est un film qui m'a marqué quand je l'ai vu parce que déjà, il y a Clark Gable et je trouvais qu'ils allaient vraiment très bien ensemble. Et parce qu'au départ, je n'ai pas fait attention. Je lance le film, je le regarde et puis je vois le nom du réalisateur apparaître et puis je me dis c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Et après, je cherche, oui, c'est un réalisateur d'Autant emporte le vent. Et il y a quelque chose de. Enfin, il y a une réalisation, je sais, toute la scène où il y a la tempête, il y a les cheveux au vent avec la femme en face que Clark Gable porte. Elle est tellement jalouse.
Avec d'ailleurs, je crois que c'est l'employé qui est asiatique, elle repousse, c'est assez drôle. Mais ce film a beaucoup marqué parce que qu'est-ce qu'elle est drôle et finalement pour moi c'est elle qui vole presque même la vedette à Clark Gable. Elle vole de la vedette à tout le Tellement monde. elle accapare cette image et c'est assez incroyable. Mais tu dis ils ont un beau duo tous les deux, mais c'est vrai que quand ils sont tous les deux, elle est vibrante elle par rapport à lui. J'ai rien contre Clark Gable, mais je trouve quand même elle a imposé quand même quelque chose malgré elle de sa tête. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'elle jouait pas, elle minaudait pas, elle faisait pas semblant de séduire. C'était une femme un peu, à chaque fois je dis un peu pom-pom parce qu'elle avait ses épaules carrées, elle marche comme ça, ça se voit pas là, on est dans un podcast, mais elle est assez... Elle est volontaire, elle est exactement. On sent qu'elle veut y aller, Et du coup, elle vole souvent la vedette parce qu'en fait, elle est juste elle ne fait pas des caisses. Et ça, c'est intéressant, je trouve, pour l'époque où c'est minaudé pas mal quand même. Oui, et puis il y a toujours encore aujourd'hui. Puis la différence du Marilyn Monroe que j'adore aussi, mais qui a une autre façon de séduire les hommes, de poser sa voix, de se poser même sur une chaise, alors que oui, très évaporée, très sophistiquée, alors que Jean Harlow, on sent qu'elle peut s'adapter au moindre boui-boui du fin fond de l'Amazonie, ça va marcher. C'est une femme du peuple. Et je trouve que, par exemple, Jean Harlow, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi ce que peu de femmes ont fait par manque de propositions, c'est les films d'aventure, puisqu'il y a le pendant de Red Dust que je recommande vraiment, mais il y a aussi La Malle de Singapour, China Seas, qui se passe sur un bateau. Elle est sublime dedans. Elle est sublime, elle est très drôle, elle a une forte répartie, elle a des scènes d'engueulade homériques avec Wallace Beery comme dans Les Invités de 8 heures, et c'est vraiment des films qu'on recommande parce que c'est très divertissant, c'est très bon divertissement. Et malgré le fait que ce soit des vieux films entre guillemets, ça reste des films hyper modernes. Ah oui, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que le précode, ce qui a été fait dans le précode, peut nous choquer aujourd'hui parce qu'on peut se dire mais à quel point c'est moderne, ça va loin, c'est assez. Parce qu'on pourrait parler d'immoralité, mais en fait c'est au regard de ça. C'est plutôt des gens libres qui n'ont pas de problème avec la sexualité. Dans ce film Red Dust, il y a une scène assez célèbre aussi où Jean Harlow prend son bain dans une grande cuve. Qui normalement est destinée à vraiment à boire, et devant tout le monde, et elle est heureuse, elle est contente, elle bat default dans l'eau. C'est quelque chose qu'on aura du mal à voir quelques années plus tard. Oh là oui. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu du code Hays et de ce que ça a changé un petit peu dans le cinéma hollywoodien, Marcel? Oui, en fait, le Code Hays, ça a quand même contribué à réglementer, d'abord, pas trop fortement, mais quand même, ça a changé vraiment la donne sur la présence des actrices, c'est-à-dire moins de temps de parole à la fin, c'est comme ça que ça s'est soldé, plus de centimètres sur la jupette, comme je le disais, pas de baiser trop long, pas de une chambre avec 2 lits séparés, et puis on ne voit pas ce qui peut se passer, ce qui, dans le précode, était tout l'inverse, puisque là, on avait... tout en gros plan. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça arrive au milieu quasiment de la carrière de Jean Harlow, et il va y avoir un avant-après précode. On va la voir se transformer, même physiquement. Elle n'aura plus les cheveux blond platine après le Code Hays. Elle aura les cheveux plus foncés. Oui. Ah oui, ça, j'avais pas remarqué. C'est trop sexy. C'est vrai, elle arrête la couleur. Elle redevient la blonde normale. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans sa première partie de carrière, donc pendant le pré-code, il y a eu La femme aux cheveux rouges, qui est vraiment un rôle drôle et amoral, mais aussi des films que vous connaissez certainement, qui sont vraiment basés sur sa personnalité et son look. Comme Bombshell ou La Bande Platine. Pour moi, Bombshell, c'est assez incroyable. Quand je l'ai vu, je l'ai découvert, je me suis dit, mais... c'est obligé que le réalisateur et le scénariste étaient au courant de sa vie. De toute sa vie. Mais c'est sur elle, c'est en partie sur elle. Mais oui, on voit que tout tourne autour d'elle. De toute façon, c'est le personnage tellement central que c'est presque un seul en scène. Tellement que les autres personnages, même s'ils sont rigolos, sont presque inexistants, tellement qu'elle est bien écrite. Et on a l'impression qu'elle joue sa propre vie. C'est presque une autofiction. C'est presque une autofiction. Cette sorte de star qui était tellement étouffée qu'elle veut partir, faire une sorte de burn-out et de disparition volontaire pour être retrouvée. Mais qu'elle veut adopter un enfant comme ça en se disant... du jour au lendemain. Le scénario est génial d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle refait la scène de Red Dust, de la baignade, dans ce film. Donc il y a une mise en abîme. Donc c'est complètement de sa vie. Ah ouais, totalement. Mais c'est Fleming ça aussi, non? Et c'est aussi le réalisateur d'Autant de Porte-le-Vent. Et je me demande à quel point la presse, etc., était... au courant, par exemple, des amants qu'elle avait, notamment dans la mafia, par exemple, comme Bugsy Siegel. Elle a eu des aventures comme ça, un petit peu
je ne sais pas si elles étaient si connues que ça. Et son beau-père aussi, non, était mafieux. Oui, il avait l'air en tout cas. Il était assez mégalo pour le faire croire en tout cas, parce que lui, Oui, effectivement, il avait une grosse ça. influence pour elle et sur elle, et il a voulu toujours mettre un peu la main mise dessus. Il y avait un rapport avec, il était donc le mari de sa mère, le nouveau mari, mais il avait un rapport assez particulier parce qu'il était aussi très attiré par la fille. Oui, bah, nous dans la pièce, en tout cas, Terry il a pris le parti pris d'en faire. En tout cas, dans le jeu, moi, toi dans l'écriture, moi dans le jeu, toi dans l'écriture, d'en faire quelqu'un d'assez vicieux et pervers, même presque avec sa belle-fille. Oui, pervers pépère. Ouais. Avec toujours sur le fil du fil. geste déplacé, mais de toute façon, il prend 25% de ses cachets jusqu'à très longtemps. Oui, jusqu'à ce que William Powell l'arrête, quoi. Ouais. Jusqu'à quasiment la fin de sa vie. Voilà, jusqu'à la fin de sa vie quasiment. C'était un peu tard. Juste sur les invités de 8 heures, on l'a pas dit, mais par exemple, la presse avait énormément communiqué sur le fait que ces tenues étaient cousues à même le corps, et qu'en fait elles étaient tellement serrées, c'était ce qu'on appelle les robes coupées dans le biais, je le dis pour les modasses, qu'ils avaient fait construire une planche en bois en guise de fauteuil, mais sur lequel on ne pouvait pas s'asseoir pour qu'elle puisse se reposer sans plier. En fait. Exactement. C'était déjà Philippe Stark qui faisait ces trucs-là. C'était Philippe Stark. Ouais. Et on trouve de belles photos, on la voit dessus, et on se dit, mon Dieu. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais on en parle aussi dans la pièce. Ouais, et parce qu'en plus, j'ai appris que toutes les actrices qui portaient ce style de robe ne pouvaient même pas aller aux toilettes. Non, voilà. C'est horrible. Donc elles sont obligées de se retenir jusqu'à ce que la scène était tournée. Ouais, jusqu'à là. Il y a une souffrance, c'est incroyable. Alors là, justement, on parle pas mal de sa vie privée qui a impacté aussi on parle de ça va impacter aussi sa santé, tout ça. Hein, tout à fait. Entre ses détergents pour sa blondeur, entre ses robes cousues sur elle où elle se repose sur des planches. Parlons un petit peu de la vie privée. Marcel, donc elle s'est mariée effectivement une première fois à 16 ans et ensuite elle a rencontré Paul Bern. Alors qui est Paul Bern ? On ne connaît pas grand-chose de son premier mariage. En tout cas, Paul Bern travaillait pour la société de production qui l'embauchait. Et c'était quelqu'un qui avait 20 ans de plus qu'elle, qui avait la réputation d'être un homme très doux, très gentil, peut-être pas très expérimenté avec les femmes. Et c'est quelque chose qui l'a attiré, ce côté doux et gentil. Mais elle était quand même très jeune quand elle s'est mariée avec lui. Mais je voulais rajouter qu'il avait aussi le fait d'être de 20 ans son aîné, c'est ça aussi peut-être qui l'a attiré, puisqu'elle a quand même manqué beaucoup d'un papa, Jean Harlow, et il avait cette stature de paternel, quoi, plus que finalement d'homme sexualisé, je veux dire. Mais peut-être que tu veux raconter ce qui s'est passé pendant la nuit de noces. Oui, alors. Enfin. Oui, alors c'était sa deuxième nuit de noces du coup, puisque la première fois avec son premier mari Charles, elle était très jeune et donc assez inexpérimentée. Et là, elle attendait beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on imagine de cette nuit-là. Et en fait, quand il est venu sur elle, disons qu'elle n'a pas senti qu'il pouvait ressentir quelque chose pour elle, quoi. Donc elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cet homme est dépourvu de pénis ? Est-ce que je lui plais pas ? Etc. Et en réalité, il avait un micro-pénis. Et il était impuissant. Et il était impuissant. C'est ça. Il pouvait aller au bout de rien du tout, pauvrette. Et du coup, elle s'est mise à rire beaucoup. Malgré elle, je pense un rire nerveux. Et malheureusement, cet homme très doux ne l'était pas tant que ça, puisqu'il s'est jeté sur elle et qu'il l'a roué de coups. Et mordu. Et mordu, elle est arrivée, mordu. Il y avait du sang avec des bleus. Abominable. Et quand elle s'est plainte, finalement, tout le monde lui a dit rabobiche-toi. Oui, ravale. Oui, tout à fait. Rabiboche-toi. Ferme-la. Ravale ton vomi. Et vas-y. Ravale tes larmes, vas-y. De toute façon, et puis Paul Bern avait fait beaucoup aussi pour sa carrière. Et elle s'imaginait qu'elle lui devait quelque chose. Et finalement, elle s'est rapprochée de lui. Et il y a eu... Et la nuit de leur rapprochement, de leur retour, de leur réconciliation, il s'est suicidé. Ouais. Sympa. Ouais. En laissant une petite note. Un peu, oui. En disant, excuse-moi, pardon pour ce que j'ai voilà. fait. Et en plus, on l'a accusée après elle. Alors, il y a un mystère qui plane un peu là-dessus, même si, chacun y voit ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Mais comme quoi, ce serait elle qui l'aurait tué ou qui l'aurait poussé au suicide. C'est ça. Oui, parce que finalement... maîtresse. Il y a une maîtresse aussi qui a été retrouvée dans un lac, je crois. Oui, elle aussi, elle est morte juste après. Bon, et c'est vrai que d'après ce que j'ai pu lire aussi, je ne sais pas si vous me contredirez, mais ce que vous avez raconté, l'histoire du micro-pénis, tout ça, c'est aussi pas mal de spéculation parce qu'on ne sait pas au final ce qui s'est passé. Non, ce qu'on sait, c'est qu'elle a été rouée de coups. Tout à fait. Par lui, ça c'est sûr. Les raisons sont assez, des fois, il y a eu plusieurs témoignages. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Des fois, les témoignages ne concordent pas ensemble.
ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a un petit mix comme ça. C'est pour ça que même pour l'écriture de la pièce, il a fallu à un moment donné prendre un parti pris. Donc c'est pour ça que nous, on a pris le parti pris de parler du micro-pénis. Oui, mais personne n'a vu son zizi en plus. Non, exactement. Mais c'était plus, on en parle plus pour que aussi il n'y ait pas que... parce qu'on parle beaucoup de Jean Harlow et de ce qu'elle va vivre en fait dans cette nuit-là qui est une horreur, mais aussi de comprendre aussi dans le personnage de Paul Bern, en fait c'est un truc aussi psychologique, de comprendre aussi comment un homme peut en arriver là alors que d'habitude il ne tape pas les femmes. Enfin quand je dis tape pas les femmes, en tout cas il ne les tapait pas quand il était avec elles. Voilà, on n'en sait rien, mais voilà, j'ai essayé de trouver quelque chose qui faisait que les deux personnages devaient ce soir-là, en fait... Il y a quelque chose qui est assez étonnant quand même par rapport à ce qu'elle est elle, c'est-à-dire quelqu'un qui se revendique libre, assez forte finalement. Et là, elle se retrouve face à un homme qui la bat. Et elle se plie quand même, c'est difficile, hein, c'est abominable. Elle doit se plier, ne pas divorcer. Elle doit retourner avec lui. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Paradoxal. Elle doit retourner avec son tortionnaire. Mais est-ce qu'elle subissait tout simplement pas la pression aussi de meilleur, elle paie meilleur son agent de Thomas Landau, c'est obligé. Même si Landau, qui a chapeauté après, je crois, donc le film Harlow, a pas mal fait pour redorer son blason peut-être d'agent et qu'il en a toujours conseillé. Un petit peu trop même, je pense, mais oui, c'est ça. Il s'en est arrangé. Oui, alors sa santé a été donc mise à mal par les coups de Paul Bern. Arthur, je l'appelais Thomas, le pauvre. Oui, Arthur Landau. C'est pas grave. Toi, ton ami à vous. Oui, je sais pas. Oui, elle a tourné un dernier film avec Clark Gable qui s'appelle Saratoga. C'est ça. Elle venait de subir un semi-échec avec Imprudente jeunesse, je ne sais pas le titre anglais, oui, je sais plus dans lequel elle avait tourné avec William Powell, qui était ce charmant acteur qui était plus vieux qu'elle aussi, qui jouait The Thin Man, la série des Thin Man qui avait énormément de succès. Ils ont été pendant 2 ans ensemble sans qu'ils se marient, mais il était question de fiançailles, je crois, au moment où elle a commencé à se décliner vraiment avec un problème au rein. Qui a dégénéré puisqu'elle n'a pas subi de soins parce que sa mère, qui avait l'air complètement frappadingue, l'en empêchait, je crois. Elle avait une maman très dévote. Mais je crois que c'était, une question de religion. Oui, elle était embrigadée, je ne sais plus quoi, dans une secte ou un truc comme ça. En tout cas, elle ne voulait pas qu'on la soigne. C'est l'ami Clark, finalement, je crois, qui a fait en sorte qu'elle soit hospitalisée malheureusement trop tard. Ah, alors peut-être que... Non, pas la même version. Raconte comment... Alors nous, déjà sur la mère, on sait des suppositions. On ne sait pas si elle a dit oui ou non pour les soins. Oui, pareil, là, tu as pas mal Il y a un mystère. Il y a un mystère parce que pareil, il y a des témoignages tellement différents dans les biographies, c'est assez étonnant. On pense quand même que Mama Jean, elle a dit non, on va faire des prières, ça va la guérir. Et nous, on a la version comme quoi c'est Powell qui est venu sur son lit de mort, enfin chez elle, et qui a vu qu'elle avait perdu la vue et qui a appelé un médecin et elle s'est fait hospitaliser d'urgence à ce moment-là. Oui, en fait, on va plus dire que Clark Gable, en fait, sur le tournage, l'accompagnait. En fait, n'arrêtait pas de se plaindre de l'odeur de sa bouche, qui presque avait une odeur d'urine, donc il se demandait, c'est quelque chose qui n'allait pas. Et puis d'avoir eu ces malaises, d'avoir cette fatigue toutes les 10 minutes, de ne pas pouvoir enchaîner plusieurs prises, de faire des malaises, qui va forcer en fait finalement le tournage à s'arrêter pour qu'on puisse l'emmener au moins chez elle. Et puis progressivement, on va dire, parce que nous, on passe c'est vraiment William Powell qui l'emmène à la fin à l'hôpital, mais en tout cas, sur la semaine où elle est restée chez elle, il y a eu quand même Clark Gable, son impresario, tout ça qui sont venus à son chevet. Thomas ou Arthur, je crois. C'est ça. Sans l'hospitaliser. Sans l'hospitaliser. Et c'est William Powell qui finalement un jour arrive et puis elle est aveugle et... Mais ça sera malheureusement trop tard parce qu'elle va mourir à l'âge de 26 ans et ses funérailles seront incroyables, Marcel, n'est-ce pas? Elles seront... Ah oui, dantesques, dignes de Victor Hugo, mais en plus sexy, avec moins de barbe. Peut-être pas moins de gens qui folâtraient dans les rues aussi. Peut-être. En tout cas, on parlait un petit peu de Marilyn Monroe tout à l'heure. Est-ce que ce parcours, cette fin tragique, cette blondeur, tout ça, est-ce que le parallèle est idiot ou il est assez naturel avec Marilyn Monroe? Je pense que le parallèle est assez logique. Il y a même quelque chose de presque similaire finalement même si Marilyn Monroe a une vie un tout petit peu plus longue, il y a quand même quelque chose de similaire dans ce côté d'avoir déjà eu un premier mariage à 16 ans toutes les deux, d'avoir un père absent, d'avoir incarné deux icônes de la blondeur et 2 icônes du cinéma, même si Marilyn Monroe en fait a dépassé ça en devenant véritablement the star et puis même le mythe, quoi. C'est vrai, elle est quasiment devenue éternelle à vie. Marilyn Monroe, elle a imposé une image mais tellement différente finalement.
Pardon, je complète, mais Vas-y, le parallèle, il est évident dans le sens où Marilyn s'est complètement inspirée de Ah Jean Harlow ouais, pour créer son totalement. personnage. Sur plein Et de elle a même photos. voulu l'interpréter Oui. dans un biopic. Oui, Enfin, exactement. elle s'est vraiment reconnue dans Oui. cette, Complètement. Ah, je cette pense, oui. icône-là. Et d'ailleurs, elle Tout à fait. s'appelle Norma Jean, puisque Oui. sa mère aimait beaucoup Jean Harlow. Mais en même temps, je trouve, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qu'elle est très différente Oui. de Marilyn. Ah oui. Rien à voir. Parce que ça n'est pas du tout la même façon d'exprimer sa liberté, sa sexualité. Ah non. Marilyn a l'air bien plus prisonnière, Oui. finalement, dans les Marilyn, films, oui, c'est ça. du regard des hommes. De son que- époque aussi. Oui, Et de son époque. ouais. C'est vrai qu'en plus, c'est quand même deux époques tellement différentes et deux perceptions tellement différentes de la femme. Parce Ouais. que là, avec Marilyn Monroe, on est vraiment dans les années 50-60, alors qu'avec Jean, on est vraiment dans les années 30. Mais Ouais, il y a... Parce qu'on se dit c'était une époque macho, Oui. mais finalement, en 50, c'était 10 fois pire. Oui, c'est C'était ça. même 10 fois pire, je Exactement. pense. Mais c'est même encore pire pour les femmes, encore pire pour les actrices. Mais une époque macho pour Jean Harlow, mais elle était quand même relativement indépendante vis-à-vis de ça. Elle en faisait pas C'est ça. son cheval de bataille. Non. C'est ça. Alors que je pense que Marilyn était beaucoup plus volontaire, avait beaucoup plus envie de réussir sa carrière et avait plus. Et donc forcément, ça joue dans ce qu'elle devait, comment elle devait se plier au C'est ça. code et aux choses qu'elle. Oui, devait et puis faire. Marilyn, elle a voulu se former à l'acteur studio, C'est ça. etc. Oui, c'est Parce que vrai. je pense que Jean Harlow, c'était un talent brut et qu'elle a jamais essayé. Pour le Non. coup, c'était pas son truc. Elle n'a pas eu le Oui. temps. de toute Elle n'a façon. pas eu le temps surtout. La pauvre. Même si elle avait voulu faire de la poterie, quoi, elle n'avait pas le temps. Est-ce que vous savez que Red Dust a fait l'objet d'un remake, que j'ai 20 vu, ans oui. après? Mogambo. Ouais, avec, Mogambo. avec Ava Gardner. Donc J'ai Ava pas vu. Gardner dans le rôle de Jean Harlow Et et Grace Kelly, Grace je crois. Kelly dans le rôle de Mary Astor. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle daube. Je trouvais que c'était un gros film de vieux. Et ce qui est hilarant, Ah, c'est peut-être que Terry aime, mais attention. peut-être. Non, Non, mais non, je non. dis mon fait. Après, moi, je Bien dis sûr, mon fait. chacun ses goûts. Mais ce que je trouve hilarant, c'est au-delà de la laideur du remake, qui est quand même réalisé par un grand réalisateur, Oui. c'est qu'ils ont choisi le même homme pour Ouais. jouer le même rôle Ouais, ça, 20 c'est ans dingue. après. Donc Clark Gable, qui est quand même bien tapé à l'époque. Ah oui, on voit que déjà Ouais. Il en a sous le carafon là. Oui. Il est en fin de course d'ailleurs. Je crois qu'il a plus beaucoup d'années à tirer. Hein. non, parce Ouais. qu'après, je crois qu'après, il a juste retourné avec Marie Moreau pour Misfits. Et puis Et finalement, après, voilà. c'est ça. Dernier, le chant du cygne. Mais j'aimerais faire une petite référence à une comédie musicale que j'aime beaucoup, qui est Victor Victoria, puisque vous avez parlé des invités de 8 heures. Voilà, il y a la scène où elle mange ses chocolats à la liqueur en déshabillé de soie sur son lit et qu'elle recrache en disant Berk, c'est dégueulasse. Ouais. Et bien, il y a le pendant de cette scène dans Victor Victoria, joué par Leslie Ann Warren, qui est absolument hilarant. Donc, si on a envie de s'inspirer de Jean Harlow, alors peut-être aujourd'hui, peut-être qu'on a des Jean Harlow aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'il y a des Peut-être. inspirations. Il y avait des Elle, c'est inspirations. tellement moderne. Moi, quand je l'ai découverte, honnêtement, comme on le disait au début, moi, je la connaissais pas du tout avant que Terry décide d'écrire cette pièce. Et que j'ai découvert cette actrice et je me suis dit, c'est dingue qu'elle se soit pris autant de critiques négatives. Alors, peut-être que c'était un autre style de jeu et le style des années 20-30 que je connais pas très bien. Mais elle jouait tellement bien, c'était tellement drôle, elle était tellement moderne, enlevée. Elle était terrienne. Moi, j'aime beaucoup son jeu et c'est assez surprenant qu'elle ait mis autant de temps avant que les gens, que la presse en tout cas, découvre son talent, entre guillemets. Oui, et puis comme tu le rappelais avec ce fameux remake, parce que quand même dans le remake, on quand même cité Ava Gardner et Grace Kelly, on se dit que c'est quand même le casting Ça va. énorme. Et ben malgré tout, même Ava Gardner n'arrive pas en fait à la cheville de Jean Harlow, alors que j'adore Ava Gardner, mais elle fait du sous de Jean Harlow. Ouais. Et je trouve que Jean Harlow avait quelque chose que les autres actrices n'ont pas. En fait, elle a et je pense que c'est parce que, enfin, c'est mon avis personnel, et c'est pour ça que j'étais aussi animé par l'écriture de cette pièce, c'est que c'était une femme tellement libre qu'elle n'était pas, enfin, même s'il y avait ces critiques et un peu cet enfermement d'image, elle n'a jamais joué en fait l'enfermement d'image dans sa vie. Elle a quelque chose d'assez assumé par rapport par exemple à Marilyn Monroe qui était totalement dans la soumission et presque même dans le jeu, même dans les interviews. Moi je pense que je la rapprocherais plus finalement de Mae West, autre blonde très libre, très sexuelle, très drôle, avec une carrière qu'elle a menée très longtemps puisqu'elle a une carrière faramineusement longue, mais qu'elle a menée de son propre chef, en écrivant ses textes, en écrivant ses films, beaucoup de en liberté. choquant beaucoup les censeurs, etc. Mais je pense que si elle avait vécu, peut-être qu'elle aurait une carrière un peu de cet ordre-là. Oui. Voilà. Alors, que reste-t-il alors aujourd'hui de Jean Harlow à part sa blondeur, à part Marilyn, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Beaucoup de choses, parce que malgré tout, c'est ce qu'on dit dans l'épilogue de la pièce, c'est que il reste beaucoup de choses. Par exemple, Madonna lui doit aussi beaucoup.
Toutes les blondes platines, un peu quelque part, parce que jusqu'à elle, il n'y avait pas de blonde platine qui était. Mais ça n'existait pas exactement. Enfin, elle n'était pas mise en avant. Décoloration. Elle n'était pas mise en avant, c'était que les brunes. Donc déjà, bon, à part sa blondeur, mais ça rejoint un peu ce que tu disais. Qu'est-ce qui reste de Jean Harlow ? Déjà, il faudrait que les gens la connaissent pour qu'il reste quelque chose. Reste quelque chose, c'est ça. Et pour moi, il y a tellement de choses à prendre. Il y a tellement de choses, mais je pense qu'il peut rester quelque chose quand on prend, je pense, la peine d'aller chercher dans les actrices et dans le droit des actrices. Ouais. Je pense qu'elle reste quand même la numéro 1 dans le côté où ça a été quand même une des pionnières. Enfin, pour moi, quand on est actrice et qu'on ose se présenter sans sous-vêtements parce qu'on a une liberté de corps et qu'on se dit je suis une femme, je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie de porter sous-vêtements, je porte pas de sous-vêtements parce que je fais ce que je veux. Je trouve que c'est une force qu'on doit en fait à Jean Harlow par rapport à ça. Just what makes you so different? Because I'm me, Jean Harlow, not one of those... It's here. The sizzling story that shocked the world is finally on the screen. Harlow, produced by Josephine Levine and Paramount Pictures, starring Carol Baker as Harlow. She stood for only one thing, but she stood for it as no other woman has before or since. What was Harlow really like? She was the platinum blonde who became the most desirable woman in the world. Alors, c'est sur cette bande-annonce du film Harlow de Gordon Douglas de 65 que nous arrivons doucement au terme de l'émission. Je ne sais pas donc si vous l'avez vu, Thierry, Laura, ce film Harlow ? Oui. Je l'ai regardé. Alors, il n'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, en tout cas, il est. Alors, voilà. Rien, pas fan du tout. Je le dis, je l'annonce. Alors, il faut juste dire que Harlow est interprété par Carol Baker. Oui. Et donc, prend pas mal le point de vue de son agent Arthur Landau. Donc, il est beaucoup mis en avant. Mais moi, ce qui m'a surpris, en tout cas, après, vous allez peut-être me contrôler. Mais ce qui m'a surpris, c'est que Jean Harlow, dans ce film, on la voit tout le temps en train de se battre contre les hommes. Le male gaze, tous les hommes veulent la mettre dans leur lit. Et elle, à chaque fois, elle dit non. Et elle est, on voit justement son indépendance, c'est déjà quelqu'un de très fort. Moi, par rapport à ce film, j'adore Carol Baker, donc c'est pour ça aussi que j'étais attiré par ce film, de me dire tiens, je vais le regarder. Et je l'ai vraiment regardé pendant l'écriture de la pièce, après avoir vu quand même pas mal de documentaires et de biographies. Et même si elle est bien, je trouve que ce qui me manque à Carol Baker, c'est que je pense qu'elle est déjà un peu trop mûre pour le personnage. 35 ans. Ouais, 35 ans. Et en plus, je trouve que c'est une actrice que j'adore, hein, mais je trouve qu'elle a ce côté trop Marilyn Monroe. Très fragile, dans la fêlure. Ouais. C'est ça que je trouve que Jean Harlow n'a pas. Et moi, ce qui m'a un peu dérangé dans le film, alors outre oui, pour moi, le film est intéressant, en tout cas pour ce côté où on la voit vraiment se battre. Et c'était, je trouve, l'une des forces du film de montrer qu'elle ne veut jamais coucher, parce que c'est vrai que par rapport à d'autres actrices plus tard, elle, par exemple, Jean Harlow n'a pas réussi en couchant. Quand elle couchait, c'est parce qu'elle avait envie de coucher avec la personne, comme par exemple Edward Hughes, où elle était vraiment l'amoureuse. Parce que d'ailleurs, elle le dit, je ne suis pas elle n'avait pas été sa maîtresse, c'était son amant. Voilà, c'était lui l'amant. C'était ça qui était drôle. Mais elle avait envie d'être avec lui, elle était vraiment avec lui. C'était pas je couche juste pour réussir. Alors ça, c'était très intéressant dans le film. Mais moi, ce qui m'a dérangé dans le film, c'est en fait des choses qui ne vont pas en fait dans le reste. Par exemple, la fin. Par exemple, la fin, voilà. Moi, la fin, ce qui m'a tellement étonné, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît rien, en fait, on a l'impression qu'elle meurt parce qu'elle est alcoolique. Ah oui. Et je me dis, ben non, je fais Jean Harlow n'était pas alcoolique. Enfin, et puis d'ailleurs, dans toutes les biographies, il n'y a aucune mention qu'elle avait des problèmes d'alcool. Avec l'alcool, ouais. Et oui, c'est ça. Bon, elle devait boire comme tout le monde, mais. Faut dire aussi, je crois que la vérité un petit peu sur sa mort, oui, ça a mis du temps. Ça a mis du temps à venir. Et je ne sais même pas si en 65 c'était déjà à peu près connu. Bien d'accord. Ou pas. C'est vrai. C'est pour ça que pour moi, en fait, c'est presque une Marilyn Monroe avant l'heure. Enfin, je regarde des films, le film est très beau. Hein. Moi, c'est quand elle déambule. Enfin, il est très beau esthétiquement. Ah, c'est classique. Hein, c'est très classique. Ouais. Et puis quand elle passe à la fin là, sur cette plage, je l'ai pas vu. Moi. Et c'est le fait d'avoir cette scène où elle est sur la plage avec sa bouteille d'alcool, et juste après on a la scène de l'hôpital où on se dit bon bah. Oui, on se trompe un petit peu de personnage. Oui, alors qu'en fait c'est beau de me dire qu'elle est quand même, elle a eu ses malaises sur un tournage. Ça aurait été tellement beau de voir une scène de tournage. Parce que Sarah Toka, quand on le regarde, pour moi il est vraiment un film assez glaçant. Moi je sais quand je l'ai vu, c'est glauque de voir en fait toutes ces scènes où ce sont que des figurantes qui la jouent, où elle est en fait, parce qu'en fait dans Sarah Toka on voit quasiment beaucoup de scènes où elle est tout le temps de dos. C'est abominable. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais le DVD était trop cher. Oui, en fait, parce que comme je suis italien, j'ai pu acheter en fait le DVD italien qui m'a coûté 10 €. Je ne l'ai pas vu non plus. C'est Thierry qui m'a raconté. Oui, donc je plaide de coupable. Très dur à trouver avec des sous-titres français au moins.
Et le film est assez terrible, parce que dans le film, on va dire oui, sur 1h30, on doit l'avoir peut-être à tout casser 10 minutes. Alors tout le reste, ce sont en fait, on a beaucoup de plans, on a tous les personnages qui sont là, ils sont tous filmés, sauf le personnage qui est incarné par Jean Harlow, qui est que de dos, ou avec des jumelles, ou avec un chapeau qui tombe jusque-là, ou avec un voile. On ne voit jamais le... Elle a quasiment pas tourné, de toute façon. Et elle a quasiment pas tourné, parce qu'elle est morte durant ce tournage. Mais c'est assez incroyable comme film. Alors avant de nous quitter, je vous demanderai quel est le film avec Jean Harlow pour prendre connaissance avec cette créature que vous recommanderiez par-dessus tout. Vas-y Laura, je te laisse. Alors, Les Invités de 8 heures. D'accord, pourquoi ? Pourquoi ? Justement parce qu'on l'a dit, c'est un moment assez marquant de sa carrière. C'est le moment où on voit vraiment en tout cas, les critiques. Et puis, elle a un rôle qui est hyper intéressant, qui est très drôle. On voit vraiment tout son côté amusant et je le trouve très exacerbé. Et en plus, pour l'histoire, je dévoile pas trop, mais l'histoire est assez géniale. Je trouve le scénario très, 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 très drôle et très moderne, encore une fois. Oui, alors des fois aussi, il y a des moments qui sont très, très tristes. Moi, oui, très, très glauques. Ouais. J'étais surpris en voyant ce film. Je pensais que c'était une comédie. Et des fois, sur l'alcoolisme, d'ailleurs, c'est on peut parler de dramédie. C'est très riche pour cette... Enfin, je dis pour l'époque, mais pas du tout. C'est très riche par rapport à ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. Des films comme ça, il n'y en a pas. Ça pourrait être très moderne encore à regarder aujourd'hui. Ah, complètement. Ouais. Donc, Les Invités de 8 heures pour Laura, pour Terry. Alors moi, ça va être Bombshell, donc Mademoiselle Volcan, toujours de Victor Fleming, qui a été réalisé donc, par le réalisateur Temps pour le vent. Et pourquoi ce film ? Parce que déjà, c'est pour moi une mise en abîme du personnage de Jean Harlow et de presque imaginer un peu ce qu'aurait pu ressembler sa vie sur cet enfermement quand il y a les gens qui veulent nous voir de partout et qu'on est un peu étouffé par le star system. Et aussi parce que pour moi, c'est ce que d'ailleurs on fait un peu dire dans la pièce, mais ça c'est un peu le côté romancé. En voyant le film, je me suis dit, mais si elle n'était pas morte, est-ce qu'elle n'aurait pas joué Scarlett O'Hara dans L'Emporte le vent ? Parce qu'elle a quand même fait plus de 3 films, 4 avec Victor Fleming. Et Clark Gable. Et on se dit, et je pense qu'elle aurait été une excellente Scarlett O'Hara. C'est vrai, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai. Malgré sa blondeur. Malgré sa blondeur. Elle se serait teinte en brune. Ah oui. J'adore ce film, j'adore Viviane. Après l'ammoniaque, du pétrole, oui. Ouais. Et j'ajouterais qu'il est tellement fan de ce film-là quand même que dans la pièce, le seul extrait de film que je joue, c'est de Bombshell. C'est de Bombshell, en plus, c'est vrai. J'ai fait dire des répliques du film. Et vous, Marcel, une petite reco ? Eh bien, La Belle de Saïgon, donc Red Dust, parce que si vous vous ennuyez un petit samedi soir, vous voulez un vrai film d'aventure, un vrai film, je dirais presque d'action, avec de l'humour, de l'amour et des scènes de tempête et des gens un peu nus, je recommande vraiment ce film où il y a une belle alchimie entre Clark Gable et pas mal Harlow. de racisme colonial aussi. Et beaucoup de racisme colonial aussi. Mais le racisme colonial, allez-y. Mais si vous êtes fan de Tintin, par exemple, ça va vous plaire. Alors, merci Marcel. Donc pour finir ce numéro des bobines, je voulais savoir si vous vouliez bien jouer tous les deux et tous les trois à un petit jeu avec nous. On a parlé précédemment. Est-ce que vous voulez bien déjà ? Oui, bien sûr. Ça m'arrange. On a parlé précédemment des similitudes de carrière donc, entre Jean Harlow et Marilyn Monroe. Donc on va jouer un petit quiz qui s'appellera donc Jean, Norma Jean ou les deux. D'accord. Donc il faudra savoir si ça concerne donc Jean Harlow, Marilyn Monroe ou les deux. D'accord. Alors on va faire 2 équipes. On va faire l'équipe bobine avec Marcel toute seule, parce qu'elle est très forte. Parce qu'elle est très forte. Et l'équipe confession d'un ange blond avec vous. Alors est-ce que vous êtes prêts pour le quiz Jean, Norma Jean ou les deux ? Oui. These down the woods I heard her say her mother was sitting on a bedside crying. I bleed in my soul that my child is dying. Première question. J'ai été incarné à l'écran par la chanteuse Gwen Stefani. Jean. C'est là où je vois. Terry, vous avez levé le doigt. C'est dans Aviator. C'est dans Aviator, effectivement. Jean Harlow, donc c'est que Jean. Jean Harlow dans Aviator de Martin Scorsese. On en parlait tout à l'heure. Alors, 1 point déjà pour cette équipe. Hop, je note. Deuxième question, attention Marcel. J'ai été marié une première fois à 16 ans. Ah. Les deux. Les deux. Ouais. Laura a levé le doigt. Les deux, effectivement. Donc Jean Harlow avec Charles McGray, un jeune banquier, et Norma Jean, donc Marilyn Monroe, avec James Doherty. Je vous l'apprends, comme ça, si vous pourrez briller dans les soirées. Question numéro 3. Donc Marcel, vous avez compris le principe, il faut lever le doigt d'abord. Oui. Je réfléchis en même temps, c'est très dur. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Alors, question numéro 3. Je suis cité dans la chanson Vogue de Madonna. Terry ? Madonna, donc Jean Harlow. Eh bien non. C'était Madonna. Alors, la question c'est est-ce que c'est Jean, Norma Jean ou c'est Norma Jean.
Eh bien, vous avez tous les deux faux. Peut-être les deux. C'était les deux, donc Ah oui, malheureusement, je suis obligé de. ah ouais, je suis et bête. on écoute le résultat en musique. Freddie Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Harlow Jean et Marilyn Monroe. Effectivement, les deux sont cités. Donc là, Honte à moi. je pensais que vous alliez. Là où j'ai répondre. encore plus honte, c'est que je ne connais pas cette chanson. À Vogue, non, c'est vrai. Ouais, je connais le Vogue, la danse du Vogue, mais je ne connais pas cette chanson. D'accord, ok, bon, très bien. Alors, donc, quatrième question, oui, c'est ça. Alors, attention, c'est assez technique et c'est pas évident. J'ai joué dans 29 films crédités au générique. Marcel Jean Harlow. Oui, tout à fait. Jean Harlow, très bonne réponse. Jean Harlow est crédité dans 29 films crédités. Hein. Crédité, oui. Parce qu'il y a beaucoup de films dans lesquels elle n'était pas créditée. Ouais, pas crédité, donc. Et Marilyn Monroe, Norma Jean, dans 27. Donc finalement, elle a fait un peu moins. Ouais, elle a D'accord. perdu. Marilyn. Ah ouais. C'est pour ça en fait, que je posais la question, j'avais peur que Marilyn avait fait autant ou plus. Alors J'ai dit au pif. Hein. Alors, cinquième question. Dans mon dernier film sorti en salle, mon partenaire était Clark Gable. Ah bah. Terry. Bah, Jean. Les deux. On l'a dit juste avant. En plus, j'en ai parlé. Ouais, on l'a dit juste avant. On l'a dit juste avant. En plus, les deux, effectivement, Clark Gable fut le dernier partenaire de Marilyn Monroe dans Les Désaxés en 61 et dans Saratoga. Il leur portait la poisse Jean quand même, Harlow. je veux pas de dire. Oui, mais parce que les deux, il a eu les deux. Clark, elle a mis stoufle. Ouais, c'est ça. Bah, je suis navré, hein, mais là, je vais donner le point à Marcel. Hein, et j'ai pas le choix. C'est l'honneur des perdants. J'aime flageller. Alors, question numéro 6. En réponse à un journaliste un peu trop intrusif qui lui demandait ce qu'elle mettait pour dormir, elle a répondu plutôt, juste quelques gouttes de numéro 5. Bah, c'est Marilyn. Oui. Marilyn. Oui, elle a dit avant. Oui. Eh bien, Laura allait répondre et donc je lui donne le point. On écoute Marilyn qui parle de Chanel. Well, you know, they ask you questions like, well, just an example, what do you wear to bed? Do you wear pajama tops, the bottoms of the pajamas, or a nightgown? Or... So I say Chanel number 5. Meilleur placement de produit. Hein. It's the truth. Oui, c'est drôle parce que c'est quand même grâce à ça qu'ensuite elle deviendra égérie de Chanel numéro 5, mais après sa mort. En fait, c'est Chanel numéro 5 qui a réutilisé. Oui, en fait, pour cette pub, ils l'ont réutilisé, mais elle n'a jamais de son vivant, si j'ai pas de bêtises, été égérie officielle. Drôle, ils l'ont juste récupéré après. Ça, c'est pratique. Donc là, on a 3 points pour Terry et Laura et 2 points pour Marcel pour l'instant. Je suis obligée de tricher. Ne regardez pas les questions. Alors, 7e question. J'ai été invité à l'anniversaire d'un président démocrate. Terry. Moi, j'aurais dit les deux. Ouais. Exact, les deux. Et oui, on se souvient de Kennedy pour Marilyn Monroe, mais également de Roosevelt pour Jean Harlow. Elle a été officiellement invitée à l'anniversaire de Roosevelt. Et elle lui a chanté qu'il était démocrate. Ah oui, voilà. Il était démocrate pourtant. Oui. Donc, nouveau point pour l'équipe de Terry et Laura. Alors, 8e question. J'ai eu une aventure avec Chaplin. Marcel ? Marilyn ? Eh bien oui, effectivement, Marilyn Monroe, mais avec le fils Chaplin. C'est un petit piège. Parce que c'est pas... Et ça, je crois qu'on peut le voir dans le film Blonde d'ailleurs. Oui, c'est plus ou moins évoqué. Et alors, c'est le fils Chaplin qui aurait dit après la mort de Marilyn Monroe qu'il a eu une relation avec elle. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. De ce qu'il a raconté. Elle ne l'a pas révélé, elle. Non, c'est vrai. C'est un peu le cas comme VGE Giscard d'Estaing qui avait dit qu'il avait couché d'ailleurs avec Diana. Avec Diana. Voilà. Bon, en tout cas, on peut pas vérifier. Ça coûte pas cher de le dire. C'est facile de dire pour la personne est morte. Comme ça. Alors, 3 points pour Marcel, 4 points pour l'équipe de Terry et Laura. Donc attention, il reste plus que 2 questions. Attention, j'ai un grain de beauté célèbre au menton. Marcel. Jean. Exactement, Jean Harlow. Attention à ne pas confondre avec celui de Marilyn Monroe qui était à la joue gauche. C'est ça, j'essaie de chercher. Et qui était peut-être fou en plus. Mais alors, moi, il y a un truc qui me... alors, une question, parce que pour avoir regardé des tas de photos de Jean Harlow pour pouvoir imiter son make-up à chaque fois, elle a le grain de beauté jamais au même endroit. Oui, mais alors pourtant, j'ai essayé de voir s'il était faux ou pas. Et apparemment, il serait vrai. Mais alors, il est jamais au même endroit. Ah, mais ça dépend. C'est un grain de beauté éclipse. Il est à éclipse. Peut-être que des fois, le film était projeté de l'autre côté. Ou non, mais vraiment, des fois, il est là, des fois, il est là. En tout cas, c'était au menton. Oh, d'accord, bon. Alors, peut-être un au menton en plus. Alors, on est sur une égalité parfaite entre les deux équipes. Donc, ce dernier, cette dernière question va vous départager. Ouf, pression. Et Marcel ne répondait pas si vous ne savez pas. Hein. Je vous connais. L'acteur Ben Lyon m'a aidé dans ma carrière. Les deux. Et les deux, effectivement. Elle a été plus rapide que vous, je suis désolé. Il joue dans Hells Angels. Et c'est lui qui a repéré Marie. C'est lui qui a tourné les premiers bouts d'essai avec Marilyn Monroe en 1946. D'accord. Oui, c'est ça, je me dis ce qu'il a dit. Ben Lyon. Ben Lyon, qui joue dans Les Ailes de l'Enfer. Like a lion in Zion. Ok.
Alors c'est sur cette victoire éclatante de Marcel Artafia, désolé les amis, que nous achevons cet nouvel épisode des Bobines. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Laura Charpentier et Terry Missiraoui. On rappelle que votre pièce s'intitule Jean Harlow, Confession d'un ange blond, qui se jouera au Funambule Théâtre les 3 et 4 juin 2023. Parce qu'il y a d'autres dates de prévues prochainement. Oui. Oh oui. On Alors, où part ça à Avignon au festival. Tous les jours impair à 10h30 au théâtre de l'Albatros. Et Génial. Qu'est-ce qui se passe les jours pairs alors? Il y a un autre spectacle. Ah d'accord, c'est pas vous. Non, Non, c'est pas nous. C'était un autre projet de Non, série, non. notre- En fait, pour la petite anecdote, ça n'intéresse personne, mais je vais balancer ma vie. Je viens d'être maman et c'était bien de jouer qu'un jour sur 2 pour Avignon. Bon, Voilà. il fait très chaud là-bas, donc c'est parfait. Oui. Donc, Jean Harlow, Confession d'un ange blond, donc on rappelle les 3 et 4 juin au Funambule Théâtre et donc à Avignon cet été. Merci à vous, merci Marcel, et on se retrouve très vite pour une émission consacrée à une nouvelle bobine. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner. Foi de bobine. À très vite et on se quitte avec Maestro Ennio.